La défendresse, dans cette affaire, informe la requérante qu'elle souhaiterait emmener les enfants en croisière. Cette affaire ne portait pas sur le consentement, mais sur les tentatives répétées de la défendresse d'entraver le rôle parental de la requérante. C'est uniquement cela dont je parle. Les révélations majeures sur la mort d'Anna Kepner à bord du paquebot viennent non du Federal Bureau of Investigation, mais de témoignages sous serment lors d'une bataille pour la garde des enfants devant un tribunal familial en Floride. La belle-mère d'Anna, Chantel Kepner, a été contrainte de témoigner sous serment au sujet des décisions prises lors de cette croisière, y compris le fait d'avoir laissé 3 adolescents seuls dans une seule cabine, d'avoir oublié une dose de médicaments prescrits pour la nuit et le fait qu'aucun adulte ne soit allé les voir la nuit où Anna est décédée. À présent, ce combat juridique est de retour devant le tribunal avec une nouvelle escalade dramatique. Les assignations à comparaître ont été délivrées pour obtenir les dossiers de protection de l'enfance et les dossiers scolaires exposant des années d'histoire familiale au grand public. Nous analysons ce que ces nouvelles preuves pourraient révéler sur l'enquête, que le public ne voit pas. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. La mort d'Anna Kepner pendant une croisière a bouleversé sa famille. Et maintenant, cette tragédie a déclenché un nouveau combat juridique explosif qui force à révéler au grand jour de nouvelles vérités gênantes sur cette famille. Cela devait être une fête, des vacances en famille recomposées sur le Carnival The Horizon, quittant Miami pour 6 jours de croisière dans les Caraïbes. Au lieu de cela, lorsque le navire est revenu au port, Anna Kepner a été évacuée dans un sac mortuaire. L'audience d'aujourd'hui n'a pas pour but d'engager des poursuites pénales. Pas encore. L'audience que nous suivons concerne une bataille pour la garde, distincte de l'affaire d'Anna Kepner. Mais plusieurs des personnes impliquées se recoupent, ce qui rend cette audience pertinente à suivre pendant que nous attendons des détails sur l'enquête concernant le décès. Maintenant, dans la quête pour déterminer si une maison est sûre, nous découvrons les décisions potentiellement chaotiques qui ont entouré Anna dans ces dernières heures. Le Federal Bureau of Investigation a confirmé enquêter sur la mort d'Anna Kepner, 18 ans, de Titusville, Floride, pom-pom girl universitaire, qui prévoyait après son diplôme de rejoindre la marine américaine, puis de devenir policière. Mais alors que cette enquête se poursuit par le FBI, ils n'ont publié aucun détail publiquement. Ce silence n'a fait qu'alimenter les questions et de nombreuses spéculations en ligne, surtout après qu'un médecin légiste de Floride a conclu que la mort d'Anna était un homicide par asphyxie mécanique. Nous allons parler de ce que cela signifie dans un instant. Lors de la dernière audience, il a été révélé que 3 adolescents étaient restés seuls dans une cabine. Le demi-frère d'Anna, âgé de 16 ans, qui est maintenant le suspect dans sa mort, nous avons appris, selon la belle-mère d'Anna, qu'il a manqué, la nuit de la mort d'Anna, un médicament essentiel appelé clonidine. C'est pour l'insomnie. Nous avons également appris qu'aucun adulte n'a vérifié les 3 personnes qui séjournaient dans cette cabine la nuit où Anna est morte. Nous savons que les 2 seules personnes censées être dans la cabine quand Anna est morte étaient Anna et son demi-frère de 16 ans. L'autre occupant de la cabine était le frère biologique d'Anna. Mais selon lui, il n'a entendu que du bruit, peut-être une dispute depuis l'extérieur de la porte. Nous avons également entendu l'avocat du suspect admettre devant le tribunal que des poursuites pénales sont activement envisagées, en disant ceci. À ce stade, nous ne sommes pas sûrs. Non, nous ne savons pas ce que le FBI va faire, s'il va être inculpé au niveau fédéral ou s'ils vont transmettre l'affaire à l'État. Et maintenant, de nouveaux rapports ont ajouté une autre dimension à cette affaire. Pour la première fois depuis la mort d'Anna Kepner, son demi-frère de 16 ans, décrit dans les dossiers judiciaires comme un suspect, a été vu en public. Selon un reportage exclusif du Daily Mail, l'adolescent vivait discrètement dans la propriété rurale d'un parent en Floride pendant que les autorités fédérales examinent d'éventuelles charges. Le Daily Mail indique que la localisation du garçon a été tenue secrète pendant des semaines, protégée par une déclaration sous serment interdisant aux parents de la révéler, sauf aux forces de l'ordre. L'accord interdit aussi de déplacer l'enfant sans le consentement écrit de l'autre parent. Plus tôt ce mois-ci, des journalistes du Daily Mail ont retrouvé l'adolescent sortant de sa retraite pour vendre du bois de chauffage à un stand en bord de route près de la maison d'un parent, portant une casquette de baseball enfoncée sur son visage. Le garçon déchargeait des bûches d'un buggy tout-terrain
et les vendait par lot de 5 pendant une période de froid inhabituellement intense. Interrogé par des journalistes sur la mort d'Anna Kepner, l'adolescent serait resté figé, affirmant « Je préfère ne pas en parler », puis aurait pris une carte de visite avant de partir rapidement sur une allée en terre. Selon le Daily Mail, 2 voitures de police sont arrivées environ 30 minutes plus tard pour surveiller la propriété isolée, bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée. Une source proche de la famille d'Anna a déclaré aux médias qu'ils étaient furieux, se demandant pourquoi aucune accusation n'avait été portée et exprimant leur frustration que le suspect soit, je cite, en liberté. Le Daily Mail rapporte également que les 2 parents ont qualifié leur fils de suspect dans les documents judiciaires liés au litige de garde en cours. Dans un des dossiers, la mort d'Anna est décrite comme, je cite, un meurtre suspecté. Le média a aussi indiqué qu'Anna était rentrée à la cabane après le dîner du 6 novembre, disant ne pas se sentir bien et n'était plus sortie de sa chambre. D'après des sources anonymes du Daily Mail, son corps a été retrouvé le lendemain par un steward enveloppé dans une couverture, couvert de gilets de sauvetage et caché sous un lit. Ces détails n'ont pas été officiellement confirmés par le FBI. Aujourd'hui, l'audience a repris avec une nouvelle stratégie. L'avocate de la belle-mère, Chantal Kepner, a émis des assignations à comparaître, exigeant des témoignages et des dossiers du département de la famille et des enfants de Floride, ainsi que du personnel du lycée d'Anna Kepner à Titusville, en Floride. Ce ne sont pas de simples demandes informelles. L'assignation adressée aux directions de la cohésion familiale exige des années de dossiers sur cette famille, des dossiers d'enquête, des notes médicales, potentiellement remontant jusqu'à 2007. L'école d'Anna doit transmettre les feuilles de présence et les rapports de comportement des autres enfants du foyer. Le juge a refusé la demande de la belle-mère de placer ces dossiers sous scellé, donc tout nouveau document sera public lors d'une audience ouverte. Alors, que c'est le service de protection de l'enfance? Qu'ont vu les enseignants d'Anna? Il s'agit de construire une image plus large de l'environnement dans lequel Anna vivait. Les témoignages à la dernière audience ont décrit un foyer très instable. Le demi-frère aîné d'Anna, qui n'est pas le suspect dans cette affaire, Andrew Hudson, âgé de 18 ans, a témoigné qu'il avait déjà été mis dans une prise d'étranglement et maîtrisé par sa mère, Chantal Kepner, et le père biologique d'Anna, Christopher Kepner. À présent, cette manœuvre juridique lève encore davantage le voile sur cet univers, alors que la famille d'Anna se dispute la garde des enfants laissés derrière. Et tout cela se passe maintenant en audience publique, car le juge a déjà rejeté la demande de la belle-mère d'Anna de sceller ses dossiers et de les garder secrets. Encore une fois, je tiens à préciser que l'audience de garde est distincte de l'enquête sur la mort d'Anna. Nous allons expliquer la signification de cette nouvelle phase de l'audience et ce qu'elle pourrait révéler sur cette affaire pleine de questions et de peu de réponses. Vous vous demandez comment un décès sur un navire de croisière peut mener à des assignations pour enseignants et travailleurs sociaux. Eh bien, tout revient à cette famille recomposée et à une seule cabine à bord de ce navire de croisière. À 18 ans, Anna Kepner a été retrouvée morte dans sa cabine début novembre et le FBI a aussitôt ciblé une seule personne. C'est du moins ce que nous avons appris lors de cette audience de garde. Et ce suspect est le demi-frère d'Anna, âgé de 16 ans. À ce jour, il n'a pas été inculpé. S'il l'est, ce sera peut-être comme mineur, donc son nom reste confidentiel. Si cela change, nous vous informerons et partagerons ce que nous savons s'il est jugé adulte. La mort d'Anna a été qualifiée d'homicide par asphyxie mécanique, soit une prise d'étranglement. Des sources indiquent que le corps d'Anna a été retrouvé sous un lit, enveloppé dans une couverture et recouvert de gilets de sauvetage. Mais alors que cette enquête est restée silencieuse, les répercussions juridiques ont été immédiates. Le suspect adolescent est le fils de la belle-mère d'Anna. Elle s'appelle Chantal Kepner. Depuis plus d'un an, Chantal et son ex-mari Thomas Hudson se livrent à une bataille acharnée pour la garde. Lorsque Hudson a appris que leur fils, qui soit dit en passant est suspecté d'homicide, vivait dans la maison avec sa jeune fille, il est allé directement au tribunal pour demander la garde d'urgence. Cette bataille pour la garde concernant la sécurité des enfants vivants est devenue une fenêtre publique sur ce qui est arrivé à Anna et sur le monde dans lequel elle vivait. Et l'image que l'on voit à travers cette fenêtre est profondément contradictoire parce que, d'un côté, il y a les grands-parents d'Anna, qui étaient à bord de cette croisière. Ils décrivaient Anna et son demi-frère, qui seraient maintenant suspectés comme 2 inséparables. S'étaient retrouvés dans cette famille recomposée et avaient une vraie relation de frères et sœurs.
C'est ce qu'ils ont déclaré lors d'une interview accordée à American Broadcasting Company News. Mais ensuite, il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Anna Kepner et qu'ils connaissent son demi-frère, qui est maintenant suspecté. Le père de l'un des ex-petits amis d'Anna a déclaré à Inside Edition que le demi-frère était, je cite, obsédé par Anna, et qu'Anna avait, je cite, peur de lui. En fait, il affirme qu'à un moment donné, son fils a vu le demi-frère monter sur Anna pendant un appel FaceTime alors qu'elle dormait. Donc, à chaque fois que Chantal Kepner, la belle-mère, et son ex-mari ont ce différend concernant les décisions parentales et que cette affaire devient publique, cette audience de garde, cela nous aide, d'une certaine manière, à mieux comprendre ce qui a potentiellement pu se passer sur le paquebot de croisière. Ainsi, avec les assignations déposées, tout était prêt pour que l'audience d'aujourd'hui commence. Et elle a débuté par une longue déclaration liminaire de l'avocat de Thomas Hudson. C'est Chantal, l'ex-mari de Kepner. Rappelez-vous, le cœur de cette requête d'urgence concerne l'application d'un plan parental. Il soutient que Chantal l'a systématiquement empêché de voir les enfants depuis plus d'un an. Pour appuyer ce dossier, l'avocat souligne des décisions majeures prises sans l'accord ou l'information du père. Il soutient que ces décisions font partie de cette aliénation. Et voir, selon son exposé introductif, l'exemple le plus flagrant de ce schéma est la croisière familiale en novembre, celle qui s'est terminée en tragédie. Il a dit au juge que lorsque Chantal Kepner a informé Thomas Hudson qu'elle emmenait les enfants en croisière internationale, il n'a explicitement pas donné son consentement. Allons dans la salle d'audience. L'avocat Scott Smith affirme que l'absence de consentement pour ce voyage international s'inscrit dans une tentative plus large d'écarter Thomas Hudson de son rôle parental. Que se passe-t-il entre la mi-avril et mai 2025 ? La défendresse dans cette affaire informe la requérante qu'elle aimerait emmener les enfants en croisière. Dans ce cas, cela concerne bien la croisière, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je ne parle pas d'autres éléments évoqués auparavant, seulement que la requête ici n'est pas un consentement. Et cela concerne essentiellement les tentatives des défendeurs de contrecarrer le rôle parental dans la requête. C'est tout ce dont je parle. Il n'y a pas eu de consentement, c'est tout, rien d'autre. L'avocate de Chantal Kepner, Millicent Athénassin, a présenté une image très différente. Elle a soutenu que sa cliente a agi en totale conformité avec toutes les ordonnances du tribunal à chaque étape, y compris la décision de monter à bord du Carnival Horizon. Selon cette avocate, le plan parental que les deux parents ont signé ne nécessitait pas le consentement de Thomas Hudson pour le voyage. Il ne nécessitait qu'une notification. Voici son argument. Et la dernière chose, et je sais que nous ne sommes pas ici pour parler de cette croisière malheureuse, mais quand il dit qu'il le fait uniquement pour des raisons de consentement, si vous relisez encore une fois le même plan parental modifié qu'ils ont signé, il est clairement indiqué qu'elle n'a pas besoin de son consentement. Elle est tenue de donner un préavis de 60 jours avant de sortir les enfants du pays, ce qu'elle a fait immédiatement. Donc, vous avez ces arguments juridiques opposés concernant les règles du voyage. Ensuite, l'audience a porté sur des témoignages sur l'environnement dans cette maison. Le demi-frère aîné d'Anna, André Hudson, il a 18 ans. Nous ne parlons pas du suspect dans le meurtre présumé d'Anna, mais ce jeune homme de 18 ans a témoigné. Et son témoignage ne portait pas directement sur la croisière, mais il a dressé un tableau saisissant des conflits au sein de la famille dans les mois qui ont précédé. Il a décrit un incident survenu en avril 2024, 7 mois avant la croisière, lorsque sa mère, Chantal Kepner, et son petit ami de l'époque, Christophe Kepner, sont arrivés à son lycée sans prévenir pour l'emmener à Titusville contre sa volonté. Sous interrogatoire, il a détaillé ce qui s'est passé dans la voiture. Alors, que s'est-il passé ce jour-là ? J'étais appelé au bureau principal et au début, je ne savais pas ce qui se passait, donc je suis monté sans mes affaires. Ma mère est venue me chercher. J'ai donc dû retourner en classe prendre mes affaires. Et quand je suis sorti de la voiture avec eux, ils m'ont demandé de leur donner mon téléphone. Et ils ont éteint mon téléphone. Et puis ils m'ont dit... Laissez-moi m'arrêter là une seconde. Donc, au moment où on vous a appelé, c'était le bureau de presse ou... C'était au bureau principal d'accueil. Au moment où on vous a appelé, est-ce que votre mère vous a communiqué quoi que ce soit ? Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle allait à l'école ? Non, monsieur. Aviez-vous la moindre idée ou connaissance que votre mère allait à l'école pour vous chercher ce jour-là en particulier ? Non. Monsieur,
Et à notre arrivée, étiez-vous surpris de voir votre mère? Oui, monsieur. Et est-ce que Christophe Skepner était là aussi? Je ne sais plus s'il était au bureau, mais il était bien dans la voiture. Et donc, vous, la mère, Chantelle, vous a escorté du bureau jusqu'au véhicule de Christophe Kepner? Oui, ou c'est son véhicule, mais oui. Et après, que s'est-il passé une fois dans le véhicule? Ils ont demandé mon téléphone, ils ont pris mon téléphone, je l'ai éteint. Donc, est-ce que votre téléphone a un dispositif de localisation? Oui. Un dispositif de localisation sur 360 mètres fonctionne-t-il si votre téléphone est éteint? Non, pas à ma connaissance. Et donc, aviez-vous un moyen de communiquer avec votre père ou quelqu'un d'autre à propos de ce qui se passait à ce moment-là? J'allais essayer d'envoyer un message à mon père, mais je ne pouvais pas parce qu'ils avaient mon téléphone. Je ne pouvais communiquer avec personne. Vouliez-vous aller avec votre mère et Christophe Kepner ce jour-là? Non, monsieur. Était-ce contre votre volonté? Oui, monsieur. Et ensuite, que s'est-il passé une fois dans le véhicule lorsque vous avez commencé? Je leur ai donné mon téléphone, ils l'ont éteint. Ils m'ont dit que là où j'allais commencer l'école ici, ce qui allait à l'encontre de tout ce dont nous avions parlé. Je lui ai dit non, je ne le ferai pas, et j'ai tenté de sortir quand on a voulu s'arrêter. Laissez-moi vous arrêter. Avez-vous déjà tenté de vous faire du mal ou de vous suicider? Non, monsieur. Quelle était votre intention en essayant de sortir du véhicule une fois qu'ils se sont arrêtés? Je voulais sortir du véhicule pour qu'il ne m'emmène pas loin. Et qu'est-ce que Christophe ou Kepner a fait à ce moment-là? Ils m'ont maintenu contre le siège et il a passé son bras autour de l'arrière de mon cou, me retenant contre le siège avant. Elle m'a également maintenu là. Ta mère est-elle restée devant ou est-elle passée à l'arrière? Elle s'était installée à l'arrière et avait commencé à me tenir. Et ensuite, Christophe Kepner, qu'a-t-il fait exactement avec son bras? Il a passé son bras autour de mon cou, voulant me plaquer au siège avant. Donc, ta tête était-elle appuyée contre le siège avant? Oui, monsieur. Et êtes-vous resté conscient tout le temps? Ou avez-vous perdu connaissance? Je crois que j'ai perdu connaissance une ou deux fois en y allant. Andrew Hudson l'a identifié comme Christopher Kepner, le père biologique d'Anna. Ce témoignage a été présenté pour montrer un schéma de comportement et de volatilité, ajoutant un autre argument à la thèse du père selon laquelle le foyer était un environnement instable. C'est une image de conflit familial qui sert de toile de fond aux décisions qui ont été prises des mois plus tard à bord du Carnival Horizon. C'est tout pour l'affaire de Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.